chez des amis. Sur sa route, un homme l'aborde et lui demande de l'aider à retrouver son chien égaré. Il l'emmène dans un sous-bois, là il l'attache avec des liens de plastique, des serre-câbles. Et puis il se livre sur elle à une agression sexuelle sauvage. 13 ans plus tôt, Sophie Landry, une adolescente de 16 ans, est retrouvée sans vie dans un champ à Saint-Roch de l'Achigan. Sophie Landry a été tuée de multiples coups de couteau. Pas moins de 173 coups de couteau. À première vue, les deux événements semblent avoir peu de choses en commun. Mais en 2001, une preuve d'ADN identifie l'agresseur comme étant le suspect dans les deux cas. On a un code et un profil génétique qui est masculin, mais le profil génétique ne nous donne pas... En plein jour, au mois d'août 2000, sans éveiller le moindre soupçon, un dangereux prédateur sexuel arpente les rues d'un quartier résidentiel de Saint-Jean-sur-Richelieu. Une jeune baigneuse qui se trouve chez des amis attire son attention. Il s'arrête pour observer les jeunes filles en train de se baigner. Et durant l'après-midi, il observe deux autres enfants. Ces deux autres enfants-là, il les approche et leur demande d'aller chercher des grenouilles avec lui. Les deux enfants vont refuser. Et puis, arrive la fin de l'après-midi et l'heure du dîner approche. Alors la jeune fille de 10 ans part de chez ses amis. Elle est à vélo. Elle se dirige vers chez elle. Il y a moins d'1 kilomètre entre son domicile et le lieu où elle est allée se baigner dans l'après-midi. Elle croise un individu qui l'aborde calmement. Et alors il lui dit simplement « Écoute, pourrais-tu m'aider? J'ai perdu mon chien. » Mon chien, c'est un bichon maltais qui s'appelle Nevada. La jeune fille refuse de collaborer avec l'homme, mais celui-ci insiste. Il lui dit « J'ai une fille comme toi, elle va avoir de la peine. J'aimerais vraiment que tu viennes avec moi pour le chercher. » Et évidemment, il lui fait croire que le chien est rentré dans le sous-bois. Alors elle rentre dans le bois avec l'individu et elle appelle « Nevada, Nevada, tu es où? Nevada, tu es où ?» Et une fois arrivé dans un endroit isolé où il s'est senti en sécurité, il a sorti son couteau et il l'a menacé. « Si tu veux voir ta mère vivante, va falloir faire ce que je te dis. » Il l'a attachée avec des liens de plastique, des serre-câbles, et puis il s'est livré sur elle à une agression sexuelle sauvage. Après avoir terminé son forfait, il l'a emmenée un peu plus loin. Il a coupé ses liens de plastique, mais il lui a rattaché les mains avec son pull. Il a attaché ses pieds avec la serviette de bain qu'elle avait avec elle, puis il lui a ensuite bandé les yeux et lui a demandé de compter jusqu'à 50 à partir du moment où il serait parti. Ensuite, il est parti. Et après avoir fini de compter jusqu'à 50, elle a réalisé qu'elle pouvait se défaire de ses liens. Elle a sauté sur son vélo et elle est vite rentrée chez elle. Le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu est immédiatement contacté par la mère de la jeune fille. En attendant l'arrivée des enquêteurs, la fillette a une réaction pour le moins surprenante. Avant même l'arrivée des policiers, elle avait rédigé des notes sur la description physique de son agresseur. C'est quand même assez particulier, c'est rare de voir ça, surtout de la part d'un enfant de 10 ans, il faut bien le reconnaître. Grâce à la présence d'esprit de la jeune fille, les policiers sont donc en mesure d'obtenir une très bonne description de l'individu. C'était un homme de 35-40 ans, avec une barbiche, un bouc, et l'élément principal, c'est qu'il lui manquait une dent. Il lui manquait l'incisive droite. Elle était sûre à 100% qu'il lui manquait une dent. Et ce que la victime avait observé, c'était qu'il était poilu. Il avait beaucoup de poils sur les bras. Il est primordial pour les policiers de récupérer un maximum de preuves dans le but de prélever toute substance biologique qui aurait pu être laissée par l'agresseur et qui pourrait ainsi permettre de l'identifier. On a pris les vêtements qu'elle portait, on les a acheminés au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale pour qu'ils puissent être analysés. Sur le short qu'elle portait, au moment de l'agression, on a trouvé une micro-goutte de sang. Cette goutte a été analysée et a fait ressortir un profil génétique masculin inconnu. Ce profil inconnu est ajouté à la Banque nationale de données génétiques en 2000. À l'époque, ce tout nouvel outil permettant d'appuyer les enquêtes policières n'en est qu'à ses débuts. Le nouveau profil reste sans correspondance pendant plusieurs mois. Puis, en 2001, la Sûreté du Québec ressort un dossier de meurtre commis 13 ans plus tôt. À leur grande surprise, les enquêteurs découvrent une correspondance entre cet ADN et celui de l'agresseur de la fillette. L'enquête portait sur le meurtre non résolu d'une adolescente prénommée Sophie Landry.
Sophie Landry a été tuée le 24 août 87 et on l'a retrouvée tuée de multiples coups de couteau. Pas moins de 173 coups de couteau. C'était un crime d'origine crapuleuse qui avait les allures d'un crime sexuel. Donc, on a pratiqué une autopsie. Lors de cette autopsie, on a opéré dans la cavité vaginale un prélèvement d'échantillons de sperme. En 1987, on n'avait rien d'autre qu'un groupe sanguin. On ne connaissait pas encore l'ADN. Toute l'équipe d'enquête des crimes contre la personne avait travaillé sur ce dossier-là pendant des mois entiers et n'avait rien pu trouver. Mais 14 ans plus tard, en 2001, suite à l'arrestation et à la condamnation de William Fife, un des plus redoutables tueurs en série à avoir sévi au Québec, le dossier de meurtre de Sophie Landry est ressorti des archives. Puisque Fife s'était attaqué sur une période de 20 ans à des femmes seules qu'il violait et battait sauvagement avant de les tuer à coups de couteau, il était impératif de voir si Sophie n'avait pas été victime de ces actes. On avait assigné un enquêteur qui épluchait tous les dossiers des femmes tuées au Québec, pour y trouver ce qui pouvait être envoyé au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale pour être examiné une nouvelle fois avec les techniques de 2001. Cette opération a pour but d'essayer de lier d'autres dossiers de meurtre non résolus au tueur en série William Fife. Les enquêteurs tentent donc de relier William Fife au prélèvement d'ADN relevé sur les scènes de crime au modus operandi similaire. C'est ainsi que les lamelles contenant un échantillon de sperme prélevé lors de l'autopsie de Sophie Landry sont comparées au profil du tueur en série. Et puis le résultat est tombé, et finalement le laboratoire a conclu à l'éviction de William Fife. Ce n'était pas lui le suspect du dossier du meurtre de Sophie Landry. Alors, de fait, on a conservé l'échantillon d'ADN masculin du suspect, trouvé sur le cadavre de Sophie Landry en 87, et on l'a versé à la banque de données criminalistiques. Et une fois versé dans la base, l'ADN du suspect est comparé avec d'autres ADN qui peuvent avoir été prélevés sur d'autres scènes de crime où on a pu réussir à prélever de l'ADN. Alors suite à ça, on a obtenu un résultat qui nous a révélé qu'il s'agissait du même profil génétique que celui incriminé dans une agression sexuelle survenue chez nous au mois d'août 2000, où une fillette de 10 ans avait été séquestrée dans un sous-bois où elle avait été agressée sexuellement. Alors on a compris qu'il s'agissait du même suspect qui avait commis le meurtre en 1987 et l'agression sexuelle chez nous à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2000. Le sergent détective Daniel Sylvain du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu est immédiatement contacté. On a un code et un profil génétique masculin, mais le profil génétique dans les faits ne nous donne pas de nom. Il n'en fallait pas moins pour qu'une enquête d'envergure soit immédiatement mise sur pied. C'est à partir de ce moment-là que la Sûreté du Québec nous demande de collaborer à une enquête conjointe pour essayer d'élucider ces deux affaires et au bout du compte identifier le suspect qui a commis le meurtre de Sophie Landry à Saint-Roch-de-l'Achigan en 87 et l'agression sexuelle chez nous en 2000. Rapidement, les enquêteurs se mettent au travail. La façon de procéder de l'agresseur est analysée en détail. Les découvertes qu'ils feront sont à glacer le sang. On a compris qu'il y avait un agresseur sexuel en série en Montérégie. En août 2000, une fillette de 10 ans est agressée près de Saint-Jean-sur-Richelieu. Après des mois d'enquête, en novembre 2001, les policiers parviennent à établir un lien entre cette affaire et le meurtre sordide de Sophie Landry, commis en 1987 à Saint-Roch-de-l'Achigan. L'ADN est le même. Le même homme aurait donc commis les deux crimes, mais les policiers n'en savent pas plus sur son identité. En revanche, ils parviennent à déterminer que l'individu aurait multiplié les attaques au cours des 13 dernières années. Un groupe d'enquête est immédiatement formé afin de mettre un terme aux activités de ce dangereux prédateur sexuel. Le sergent enquêteur Marc Lépine de la Sûreté du Québec a été chargé de la réouverture de l'enquête sur le meurtre de Sophie Landry. Qu'est-ce qui avait pu se produire durant ces 13 années pour qu'un individu ayant tué et agressé ultérieurement une jeune fille de 10 ans parce que Sophie en avait 16? On ne se retrouvait pas devant un cas d'agression sexuelle dans lequel un suspect avait commis plusieurs agressions sexuelles sur des années avec une escalade dans la violence. Il n'y avait pas de progression dans les agressions commises pour aboutir à un meurtre. Là, c'était plutôt l'inverse qui se passait. Il a commencé avec le meurtre d'une adolescente en 87. Pour bien comprendre les faits, les enquêteurs passent au peigne fin les événements et circonstances menant au décès de Sophie Landry. La journaliste judiciaire Christiane Desjardins s'est intéressée à cette histoire. Sophie Landry, c'est une jeune fille de 16 ans qui demeure sur la rive sud. En fait, ses parents demeurent à la Prairie.
Mais elle a été placée en centre d'accueil. Elle avait des problèmes de comportement. Sa mère a décrit sa fille comme une boule d'énergie qui n'aimait pas qu'on lui marche sur les pieds. Donc, elle était placée dans un centre d'accueil, à Saint-Hyacinthe à ce moment-là. Chaque week-end, Sophie Landry avait la permission de rentrer chez ses parents. Et puis le dimanche est arrivé, et elle devait retourner au centre d'accueil. Alors, elle a pris l'autobus jusqu'au métro Longueuil. Ce qu'on sait, c'est que vers 19h, elle a appelé son petit ami, qui lui aussi était placé en centre d'accueil. Et là, elle lui a dit « Je vais pas rentrer au centre d'accueil, je vais m'en aller à Montréal, chez des amis. » Lui, de son côté, il essaye de l'en dissuader, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et c'est la dernière fois qu'on entendra parler de Sophie Landry. Elle est retrouvée le lendemain matin dans un champ à Saint-Roch-de-l'Achigan, morte. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Mais aujourd'hui, les enquêteurs émettent une hypothèse. Et si ce même homme était celui qui avait multiplié les attaques sexuelles pendant les 13 années qui ont suivi le meurtre de Sophie Landry? L'officier Glenn Woods, spécialiste des sciences du comportement, a étudié le dossier. Il était clair pour moi que le meurtre de Sophie avait une motivation sexuelle. Du fait qu'il se soit produit à l'extérieur, dans un lieu isolé. On l'a poignardé à plusieurs reprises. Ses vêtements étaient parfaitement intacts. Donc pour moi, il était clair qu'on l'avait poignardée alors qu'elle était nue. Un tel déchaînement de violence ainsi que le nombre de coups portés révélait une forte émotion qui est souvent associée au caractère sexuel de ce type d'agression. On a observé que ces effets personnels étaient éparpillés un peu partout, ce qui suggère manifestement une absence de préméditation. Tout porte à croire qu'on a affaire à un agresseur désorganisé, parce que la scène de crime était dans un très grand désordre. Il n'a pas essayé de cacher la victime. Elle est restée dans l'état où il l'a laissée après le meurtre. Mais comment expliquer un meurtre aussi violent? Je crois que c'était simplement dans la nature de sa personnalité. Je refuse de penser qu'elle puisse être fautive. C'était le genre d'agresseur ayant manifestement des problèmes de maîtrise de soi. Et lorsqu'il a attaqué Sophie Landry, je crois qu'elle s'est débattue à un tel point que ça a dû provoquer chez lui une folie furieuse. Sophie Landry était une jeune adolescente qui avait un fort tempérament. Sophie pouvait montrer une certaine résistance face à l'autorité. Elle était capable de se défendre. C'était certainement ce qu'elle avait fait. Elle s'était défendue. Seulement son agresseur, lui, il avait un couteau entre les mains. Et il l'a donc tuée pour tenter de la maîtriser. La personne qui a fait ça a très clairement été prise d'un accès de fureur. Et cet état de furie a duré suffisamment longtemps pour qu'il en vienne à la poignarder à plus de 170 reprises. Il a totalement perdu le contact avec la réalité. Il a perdu les pédales. Comme on dit dans notre jargon policier, c'est un meurtre irrationnel. C'était surdimensionné. Il a déployé une force prodigieuse à l'encontre de sa victime. Il n'a pas pu la maîtriser. Et c'est peut-être en partie la raison pour laquelle il était tellement en colère. Et tellement frustré en essayant de commettre son forfait, parce que la victime refusait de se laisser faire, qu'elle résistait et qu'elle l'insultait. Ça a forcément eu pour effet de bouleverser l'ensemble de son plan. Il devient alors clair pour les enquêteurs que le changement de modus operandi de l'agresseur entre le meurtre de 1987 et l'agression sexuelle commise en 2000 est le résultat du dérapage ayant mené au meurtre de Sophie Landry. Dans le dossier de 2000, on avait une petite fille de 10 ans, et cette victime avait été attachée au niveau des mains, alors qu'en 1987, ce n'était pas le cas. Donc, il y a une modification au niveau du mode opératoire, ce qui résultait, très probablement, du fait qu'en 87, l'agresseur n'était pas parvenu à maîtriser sa victime. En 2000, il l'immobilise d'abord, et ensuite il l'agresse sexuellement, alors qu'en 1987, il n'a avec lui que son couteau pour maîtriser sa victime, dont il se servira par la suite pour la tuer. Les enquêteurs cherchent immédiatement à savoir si l'agresseur a fait d'autres victimes dans les 13 années qui séparent les deux événements. On a fait nos recherches en Montérégie pour savoir s'il n'existait pas un même modus operandi, un même mode opératoire chez l'auteur de ce crime-là, à partir des éléments de 2000. On peut définir le mode opératoire qui est en quelque sorte la manière d'agir spécifique du criminel. Il fait tout pour qu'on ne l'attrape pas, pour cacher son identité et réussir facilement à s'échapper. Ce sont là tous les éléments de ce mode opératoire. Un des premiers éléments particuliers du modus operandi de l'agresseur est l'utilisation de colliers de serrage pour contrôler la jeune fille de 10 ans.
Alors on a réalisé que potentiellement on pouvait ressortir peut-être 4, 5, 6, 8 dossiers. On avait d'autres dossiers d'agression sexuelle, pas dans des sous-bois, mais qui s'étaient produites dans des véhicules. Des jeunes adolescentes avaient été embarquées dans des véhicules et elles avaient été séquestrées, les mains attachées avec des serre-câbles. C'est ce qui a été l'élément déclencheur dans cette enquête-là. C'est ce qui nous a fait prendre conscience qu'on avait bel et bien un agresseur sexuel en série en Montérégie. Les enquêteurs découvrent que ces agressions, commises entre 1995 et 2000, se sont produites dans le triangle reliant Boucherville, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hilaire. Tout porte à croire que le ou les suspects habitent en Montérégie. L'équipe d'enquête remarque aussi que la façon de procéder lors des agressions semble similaire. Il avait l'air de monsieur tout le monde. Il paraissait bien sous tout rapport. Il demandait par exemple « Je cherche cette rue, tu peux m'indiquer où elle se trouve ?» Mais il savait pertinemment que la victime marchait dans cette direction parce qu'il était sans doute déjà passé une première fois pour repérer dans quelle direction elle allait et qu'il connaissait relativement bien les lieux. Et puis une fois le contact initial établi, il disait « Écoutez, si vous voulez, je peux vous emmener, c'est dans ma direction, alors ça vous avancera un peu. » Il pouvait faire ça parfois à 20h, 21h ou minuit, profitant d'une fin de soirée. Une fois que la jeune fille était à bord de son véhicule, il l'accompagnait là où elle voulait se rendre et à proximité de son domicile. Elle ne pouvait plus descendre de la voiture parce qu'il avait désarmé le système d'ouverture de portière. Les victimes nous disent « J'essayais d'ouvrir la porte, mais la portière, j'arrivais pas à l'ouvrir. » Là, elle se tournait vers le conducteur, lui demandait s'il pouvait ouvrir la porte, et à ce moment-là, il avait déjà le couteau à la main. Et là, il donnait l'ordre, de manière très autoritaire, de se coucher au pied du siège passager, à l'avant, là où elle se trouvait. Une fois qu'il l'avait attachée, il tentait de manipuler la victime pour la calmer, pour finalement faire en sorte qu'elle puisse se livrer à des actes sexuels avec lui. Il l'emmenait dans un endroit isolé. Il procédait à des agressions sexuelles de nature diverse. Ça pouvait être des actes de fellation ou des pénétrations, de relations sexuelles complètes. Vous devez garder à l'esprit qu'il est très méthodique dans sa folie. S'il devait agir violemment, il gâcherait alors toute sa mise en scène. Son intention première est d'avoir des relations sexuelles. Il fait en sorte de ne pas trop brusquer sa victime afin que tout se passe calmement. Et c'est pour ça, j'imagine, qu'il a dû subir un choc émotionnel lorsqu'il a eu affaire à Sophie Landry, tout simplement parce que ça a mal tourné, qu'il a paniqué, et qu'alors rien ne s'est déroulé comme il l'avait planifié. C'est ce que je crois. Je crois que cet agresseur a une très faible estime de lui-même. Il ne doit pas avoir beaucoup de succès auprès des femmes. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il commettait ces agressions et choisissait des victimes de cet âge-là. Dans ce cadre, la plus petite injure peut avoir réveillé en lui les pires instincts qui puissent exister. À l'évidence, il ne s'agissait pas d'une colère banale. C'était une rage continue qui a duré sur une assez longue période. Peu à peu, le portrait de l'agresseur recherché se dessine. Elle le décrivait comme un individu qui avait l'air propre sur lui, qui s'exprimait en français correct, qui avait les cheveux courts, bien coupés, bien soignés. Les profils qu'on avait étaient apparemment d'âge très différents. Sur certains portraits robots, il pouvait sembler avoir 25 ans et sur d'autres en avoir 40. Il avait une barbe, sur d'autres portraits robots, il avait un bouc, et sur d'autres portraits, il n'a aucune barbe, aucune moustache, rien, jamais la même couleur de cheveux. De fait, il était difficile d'établir s'il s'agissait toujours du même homme sur la seule base des portraits robots. Bien que les enquêteurs aient réussi à dégager un profil de plus en plus précis du prédateur sexuel, ils n'arrivent toujours pas à établir clairement son identité. Mais il est arrivé un moment où nous avons été en mesure d'obtenir une information concernant la marque de son véhicule. Les enquêteurs Daniel Sylvain et Marc Lépine examinent en détail chacun des cas d'agression sexuelle ayant eu lieu en Montérégie entre 1995 et 1999. Toutes sont reliées entre elles par le même modus operandi depuis le meurtre de Sophie Landry en 1987 jusqu'à l'agression de la fillette de 10 ans en 2000. Il faut le plus vite possible mettre hors d'état de nuire ce prédateur sexuel qui semble agir en toute impunité depuis plus de 10 ans. On avait un profil génétique du même agresseur pour 2 dossiers d'importance majeure, mais on n'avait pas encore son identité. L'enquête prouve que l'agresseur planifie ses crimes avec minutie.
Il avait un schéma, c'était planifié, c'était structuré, il agissait fréquemment de la même façon. La plupart du temps, il utilisait un préservatif. Il avait tout ce qu'il fallait, des gants, des choses comme ça. Et quand on pense au fait qu'il attachait les mains des victimes avec des serre-câbles, force est de constater qu'il devait penser à emporter les serre-câbles. Ces crimes étaient donc prémédités. Quand on trafique le verrouillage de sécurité d'une voiture, ça exige nécessairement une certaine réflexion, ainsi qu'un minimum de préparation matérielle. Absolument tout, de son arme jusqu'à sa façon de maîtriser la victime dans le but de l'empêcher de crier, par exemple, en lui mettant quelque chose sur le visage, est une preuve de la préparation et de la réflexion préalable à ses actes. Et je crois que si l'on observe précisément son comportement, ça nous en dit très long sur l'agresseur. Ça nous dit qu'il l'a déjà fait. Souvent, ce genre de préparatif est la résultante d'une expérience préalable. Et il peut s'agir d'autres viols ou d'agressions qui ont dérapé, ou bien alors peut-être qu'il s'était déjà fait arrêter. Alors j'étais attentif aux évolutions dans sa manière d'agir pour voir à quel point il avait peaufiné sa façon de faire. Le gros problème, c'est que plus ils sont préparés, plus ils sont intelligents, et moins il est probable qu'on les attrape. Et ils peuvent alors faire plus de victimes. L'enquête identifie 2 autres victimes, 2 adolescentes de 16 ans qui seraient elles aussi tombées entre les mains du même agresseur alors qu'elles faisaient de l'autostop pour retourner à Saint-Hilaire durant la soirée du 19 juillet 1999. Ce soir-là, un individu les accoste toutes les 2, puis il leur pose des questions pour savoir où elles vont, etc. Finalement, les 2 filles acceptent de monter dans son véhicule et partent avec lui. Alors elles restent peut-être une dizaine de minutes dans le véhicule à parler de tout et de rien. Et arrivées à destination, quand les filles veulent descendre, celle qui est assise à l'avant essaie d'ouvrir la portière du véhicule et ne parvient pas à le faire. Et à ce moment-là, il sort un couteau, attache les 2 jeunes filles au niveau des mains avec le serre-câble, et puis il part avec les 2 jeunes filles dans son véhicule. Il fait un bon bout de chemin, quasiment 1 heure de route selon les filles. L'agresseur les a conduites dans une zone isolée, dans un endroit assez discret, dans un champ cultivé à proximité où ils pouvaient se déplacer, comme en 1987. Il avait opéré de la même façon avec Sophie Landry. C'était un endroit pratiquement identique. Il ordonne à une des filles de déshabiller son amie. Il se livre à des agressions sexuelles sur chacune d'elles. Tout ça dure à peu près une 30aine de minutes. Le fait qu'il ait embarqué 2 victimes en même temps traduisait le fait qu'il avait énormément gagné en confiance. Parce que ce genre de profil, habituellement, est enclin à s'entourer d'une prudence absolue. Et tenter d'agir contre 2 victimes à la fois, eh bien, c'est au final assez peu caractéristique de sa personnalité. L'agresseur reprend ensuite la route pour ramener les filles chez elles. Il veut faire descendre une première fille. Il lui détache les mains, coupe les liens de plastique avec son couteau. Il fait descendre la première fille. Et au moment où elle descend, il voit un véhicule passer de l'autre côté de la rue. Alors il demande sèchement à la fille de remonter dans la voiture. Lorsqu'il l'a fait descendre, une bouteille de boisson énergisante est tombée. L'agresseur et les 2 victimes avaient bu au goulot de cette bouteille. L'agresseur réussit à prendre la fuite, mais sans le savoir, il venait de commettre 2 graves erreurs. Il se trouve que la voiture que l'agresseur avait vue passer de l'autre côté de la rue, c'était en fait un véhicule de police en patrouille. Ce que le policier aperçoit à 3 heures du matin, c'est un véhicule immobilisé avec 2 personnes qui sont descendues sur la chaussée. Il croit remarquer qu'une des 2 personnes a quelque chose qui lui recouvre la tête. Il a trouvé ça anormal. Il voulait aller vérifier, mais n'était pas à même de faire demi-tour, parce qu'on avait placé des poteaux au niveau du milieu du terre-plein. C'était impossible de faire demi-tour. Le policier a pu relever qu'il s'agissait d'un véhicule de type Ford Probe, un modèle sorti en 1989, parce qu'il s'y connaissait en matière de voitures. L'agresseur laissera finalement débarquer ses 2 victimes, une à la fois. Dans les minutes qui suivent, elles contactent le service de police pour rapporter leur sordide agression. L'information attire immédiatement l'attention de l'agent de police. Quand le policier a vu ça, il a fait le lien. C'est sûrement le véhicule que j'ai vu avec une des jeunes filles un petit peu plus tôt. Il est retourné sur les lieux, et puis quand il est arrivé sur place, il a vu que par terre, il y avait une bouteille de soda. C'est alors qu'il a appris par communication radio que les filles avaient bu dans une bouteille de soda de ce type, et il a emporté la bouteille. La bouteille est envoyée au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, dans l'espoir qu'un profil d'ADN puisse y être prélevé. C'est dans les mois qui ont suivi que le résultat a pu établir qu'il y avait de l'ADN des 2 victimes.
et de l'agresseur sur le goulot de la bouteille et à l'intérieur du bouchon. Ces analyses biologiques permettent non seulement d'identifier l'ADN de l'agresseur, mais aussi de valider la thèse du prédateur sexuel en série, avancée par les enquêteurs. On avait un troisième résultat d'ADN qui mettait en lien tant le dossier de meurtre en 87 que le dossier d'agression sexuelle sur une petite fille de 10 ans à Saint-Jean en 2000. Et ce dossier-là, survenu à Saint-Hilaire, et ce, l'année précédente, en 99. Donc on a un profil génétique, mais toujours pas de nom, et notre travail, c'est de trouver qui c'est. Les enquêteurs se trouvent toujours face à un suspect dont l'identité est inconnue. Mais l'identification de son véhicule allait enfin propulser l'enquête. L'information est communiquée au service de police. Le véhicule conduit par l'agresseur est une Ford Probe datant d'entre 1989 et 1991. Les hommes lancent aussitôt une recherche dans toute la province. On a déterminé que le nombre de véhicules de 89 à 91 dans toute la province de Québec s'élevait à 15 000. En seule Montérégie, en incluant Montréal, il y en avait 5 000. Donc au final, ce qu'il nous fallait faire, c'était d'enquêter sur chacune de ces 5 000 Ford Probe, ni plus ni moins. Dans le même temps, on avait dressé le tableau du mode opératoire. On l'a présenté à tous les enquêteurs de la Montérégie, où on avait réquisitionné à l'époque plus de 30 agents de police. Ce qui était primordial, c'était que ces gens-là fassent le tour de toutes les équipes de police pour transmettre l'information et pour se lancer à la recherche d'un véhicule de ce type-là. À peine quelques heures après la diffusion de l'information aux différents services de police, une voiture attire l'attention d'un policier. À Longueuil, un policier a interpellé un véhicule de ce type-là et un individu qui correspondait à la personne recherchée. En octobre 2001, une équipe d'enquêteurs travaille d'arrache-pied afin d'identifier un dangereux prédateur sexuel de la Montérégie. L'homme est soupçonné de plus d'une dizaine d'agressions sexuelles armées sur des jeunes filles âgées de moins de 18 ans. Des preuves d'ADN le relient aussi au meurtre de Sophie Landry, une adolescente brutalement violée, assassinée et abandonnée sur un chemin agricole près de Saint-Roch-de-l'Achigan, 14 ans plus tôt. L'enquête démontre que l'agresseur conduit une Ford Probe datant d'entre 1989 et 1991. Le 31 octobre 2001, moins d'un mois après le début de l'enquête conjointe, la liste des suspects se précise. Dans le dossier de meurtre en 87, le suspect avait déjà utilisé un véhicule. Le suspect, au minimum, il fallait qu'il soit âgé de 16 ans pour avoir un véhicule en 87. Alors notre suspect en 2000 ne pouvait donc pas être âgé de 22 ans. On a fait un premier filtrage des 200 suspects potentiels qu'on avait, pour en garder une cinquantaine. Et puis, nous avons pris la décision d'aller rencontrer ces 50 personnes les unes après les autres pour qu'elles nous fournissent un échantillon de sang et qu'on puisse établir leur profil génétique pour qu'on le compare au dossier afin de les éliminer en tant que suspects. Tour à tour, les individus figurant sur la liste sont entendus. Mais une enquête d'envergure comme celle-ci se fait sur plusieurs fronts. Parallèlement à la rencontre de suspects, les enquêteurs ont demandé aux agents de police de la rive sud de Montréal d'inspecter tous les véhicules Ford Probe correspondant à celui du présumé suspect. Dans la nuit du 31 octobre 2001 à Longueuil, un policier a interpellé un véhicule de ce type-là et un individu qui correspondait à la personne recherchée, ainsi que 2 adolescentes de 16 et 17 ans qui se trouvaient à bord. Et à l'intérieur de ce véhicule, on a trouvé une bouteille du même soda que dans l'affaire de 1999, et on était en 2001. Le policier a pris l'identité de tous les passagers, et il se trouve qu'il existait une relation amicale entre les 2 jeunes filles et le propriétaire du dit véhicule. Le véhicule appartient à un certain Guy Croteau, la quarantaine, domicilié à Brossard. L'information est transmise aux enquêteurs, qui entament alors des recherches sur cet individu, tout en poursuivant leur enquête sur quelques autres suspects potentiels. Environ un mois plus tard, les policiers se rendent au domicile de Guy Croteau pour le rencontrer. Quand on frappe à la porte, c'est un homme âgé d'à peu près 70 ans qui vient nous ouvrir. Et il se présente comme étant le père de Guy Croteau. Alors on lui demande si on peut parler à Guy Croteau, s'il habite bien ici. Là, il nous invite à entrer, et au moment où on entre dans la maison, il y a un chien qui se jette sur ma jambe. C'était un bichon maltais.
Or, nous savions qu'en 2000, un suspect avait demandé l'assistance d'une petite fille pour trouver son chien, et c'était justement un bichon maltais. Alors, il a fini par nous dire « Écoutez, mon fils est en prison concernant une histoire de petite fille. » Ce sont ses mots. Il nous dit qu'il avait été arrêté par la police de Montréal 3 semaines auparavant à peu près. On n'avait pas eu cette information de notre côté, alors pourquoi il a été arrêté? Il aurait accosté des filles, c'est pas très clair. Mais actuellement, il est détenu à Rivière-des-Prairies. Les enquêteurs demandent alors s'il est possible d'obtenir une photo de Guy Croteau. Alors on regarde la photo et elle correspond exactement à un des portraits robots qu'on avait dans le dossier de 98 à Saint-Jean. À partir de cette rencontre, l'étau se resserre sur Guy Croteau. De plus en plus d'éléments l'identifient comme étant le suspect recherché par les enquêteurs. Rapidement, les policiers doivent remonter le fil des événements ayant mené à sa détention. Il figure dans un dossier du SPVM parce qu'il n'avait pas respecté une condition concernant son ordonnance restrictive. Interdiction d'être en présence de mineurs, interdiction d'être à proximité d'une cour d'école. Il s'était livré à des attouchements sur une jeune fille. Il avait donc un dossier d'agression sexuelle. Les enquêteurs procèdent de façon chronologique. Ils doivent tout d'abord déterminer ce qui a mené à l'ordonnance 810.1, interdisant à Guy Croteau d'être seul en présence d'enfants de moins de 14 ans. Ils découvrent qu'il s'agit d'une ordonnance émise le 1er octobre 2001 à Brossard, pour un événement qui a eu lieu à la fin septembre. L'enquêteur en charge du dossier est immédiatement contacté. Là, il nous explique que Guy Croteau était concierge dans une école primaire. Pendant une journée pédagogique, Guy Croteau avait accosté en voiture une jeune fille qui fréquentait son école, celle où il était concierge. Et il lui avait proposé de venir faire un tour en auto avec lui. C'était une petite fille d'environ 10 ans. Guy Croteau passera l'après-midi et une partie de la soirée en compagnie de la fillette dans un parc près du Fort Chambly. Il ne la déposera chez elle qu'à 21h30. Sa mère était inquiète. Elle pose des questions. « Tu étais où? Tu étais où ?» Elle dit « J'étais avec le concierge de l'école ». La mère posait de plus en plus de questions pour finalement apprendre qu'il lui avait fait boire de la bière, fait fumer du cannabis, et juste avant de la déposer, il l'avait embrassée sur le front. L'ennui, c'est que l'analyse du dossier à ce moment précis n'apportait pas vraiment d'éléments suffisants pour constituer un dossier d'agression sexuelle. Mais il fera quand même l'objet de poursuites présentées devant la Cour, conformément à l'article 810.1. Voici une photo de Guy Croteau lors de la signature de cet engagement prévu par l'article 810.1, lui interdisant d'être seul en présence d'enfants. Quand on regarde la photo, on se dit « il n'a pas l'air d'avoir 43 ans ». On regarde la photo et on lui en donnerait peut-être 27. Certaines des victimes ne donnaient pas plus de 25 ans à leur agresseur, alors que d'autres victimes lui donnaient 35 ou 40 ans. Alors on a réalisé que peut-être son apparence physique avait beaucoup changé au fil des dernières années. Les enquêteurs découvrent ensuite que Guy Croteau enfreindra à nouveau cette interdiction d'être en contact avec des enfants quelques semaines plus tard, à la mi-novembre 2001. C'est ce qui mènera à son arrestation par la police de Montréal et à sa détention pour agression sexuelle. Ce jour-là, il y avait une grève des enseignants. Et lui, il s'était approché d'une école en mettant la musique dans son véhicule assez fort pour que les jeunes l'entendent, que les jeunes le repèrent, pour attirer les jeunes vers son véhicule. Et puis là, il approche des filles, cause avec elles, il leur offre des cigarettes. Et il se trouve qu'à un moment donné, il caresse les seins d'une petite fille, la plus jeune des filles. À une autre fille, il avait fait des propositions sexuelles, en lui demandant d'aller lui faire une fellation un peu plus loin, en la payant pour ça. Pendant qu'il fait sa petite affaire, des gens notent la présence du véhicule et remarquent qu'il y a plusieurs jeunes filles autour et ils préviennent alors la police. Le non-respect de la condition prévue par l'article 810 et les attouchements sur la jeune fille vaudront à Guy Croteau un séjour en prison. Le 3 décembre 2001, les enquêteurs Marc Lépine et Daniel Sylvain se déplacent donc au centre de rétention de Rivière-des-Prairies pour le rencontrer. Les liens évidents entre les agressions et le profil dressé à partir du modus operandi du prédateur sexuel amènent les sergents détectives à considérer Guy Croteau comme le principal suspect dans la série d'agressions sexuelles armées, ainsi que dans le meurtre de Sophie Landry. Ils espèrent obtenir un échantillon d'ADN de Guy Croteau par consentement. On lui a présenté le formulaire. On lui a demandé s'il voulait en prendre connaissance d'abord parce qu'on enquêtait sur un meurtre et des agressions sexuelles. Alors il se met à lire le document. En haut, il est écrit « Meurtre survenu en 87 à Saint-Roch-de-l'Achigan sur Sophie Landry »,« Agression sexuelle armée survenue en 2000 à Saint-Jean »
et séquestration et agression sexuelle sur 2 adolescentes à Saint-Hilaire. À partir du moment où il a commencé à lire ces lignes-là, il ne semblait plus capable de lire le document. Il a commencé à avoir des plaques rouges sur le cou. Il s'est comme figé sur place. On avait l'intime conviction que c'était lui. Ça nous a sauté aux yeux. Et puis au passage, on s'aperçoit également que ses bras sont poilus. Et quand on a parlé avec lui, on constate que, au niveau de sa dentition, il a une dent qui est plus courte que l'autre. Ces constatations attirent l'attention des enquêteurs. Elles correspondent en tout point avec la description de l'agresseur faite par la jeune fille de 10 ans, victime d'une agression sordide à Saint-Jean-sur-Richelieu en août 2000. Si la victime a 10 ans et qu'elle le regarde du bas vers le haut, parce que de toute évidence à 10 ans on est plus petit qu'un adulte, ça pouvait donner l'impression qu'il lui manquait une dent. Guy Croteau ne cède pas aux enquêteurs. Après avoir parlé à son avocat, il vient nous revoir pour nous dire, même si j'ai rien à me reprocher, je vais suivre les conseils de mon avocat. Je ne fournirai pas d'échantillons sanguins. Les enquêteurs vont rapidement entamer les procédures légales afin d'obtenir un mandat les autorisant à prélever un échantillon corporel de Guy Croteau pour le comparer au profil d'ADN du suspect. Il s'agit de la confirmation ultime dont ils ont besoin pour déterminer s'ils détiennent la bonne personne ou non. On a obtenu un mandat, et une semaine plus tard, on est retourné voir Guy Croteau à Rivière-des-Prairies. Et quand les policiers vont partir, il va leur dire « Je vais m'en sortir ». Donc il semblait être plutôt convaincu qu'il s'en sortirait. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Daniel Sylvain et Marc Lépine sont quant à eux convaincus qu'ils ont enfin mis la main au collet du suspect. Ils n'ont besoin que d'une confirmation du laboratoire pour le prouver et procéder à son arrestation. Mais les analyses nécessitent beaucoup de temps, et Guy Croteau est à quelques semaines de sa libération. Il n'était pas question qu'il retrouve sa liberté avant même qu'on procède à son arrestation. Soupçonné d'avoir échappé à la justice pendant plus d'une décennie pour un meurtre et une série d'agressions sexuelles, Guy Croteau, alors en détention provisoire, est à quelques semaines de la fin de sa peine. À l'époque, les résultats d'analyse d'ADN pouvaient prendre jusqu'à quelques mois. Pour les enquêteurs, l'enjeu est de taille. Sans ces résultats, ils risquent de devoir remettre en liberté un dangereux prédateur sexuel avant même d'avoir pu prouver s'il est bien l'auteur des crimes reprochés. Ils demandent donc à ce que le dossier soit traité en priorité. Ça a pris quelques semaines, et on a eu un résultat. Ce résultat a démontré que Guy Croteau était le responsable du meurtre de Sophie Landry en 1987, ainsi que des 2 affaires d'agression sexuelle en Montérégie. Dans l'affaire de la fillette de 10 ans à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans celle des 2 adolescentes de 16 ans qui avaient été séquestrées et agressées sexuellement dans un véhicule à Saint-Hilaire. Quand on a eu le résultat, on était très 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 heureux. Son arrestation n'est qu'une question de temps. Le 14 février 2002, après quelques mois de prison pour l'agression sexuelle d'une fillette de 12 ans, Guy Croteau est à nouveau un homme libre. Mais cette liberté sera de très courte durée. Le jour de sa libération, il sort, mais pas longtemps, parce que les enquêteurs l'attendent sur le parking. Et cette fois-ci, ils l'arrêtent pour meurtre. Guy Croteau a été interrogé pour le meurtre de Sophie Landry. Il a aussi été interrogé sur les 2 affaires d'agression sexuelle. Guy Croteau n'a pas fait d'aveu sur aucun de ces dossiers-là. Il a nié toute connaissance des victimes dont on lui présentait les photos. Nous, on avait opté pour la stratégie consistant à lui montrer les photos de chacune des victimes, dont Sophie Landry, pour éviter qu'il se présente par la suite en disant « Bah oui, je la reconnais cette fille-là, j'ai eu une relation sexuelle consentie avec elle. Après ça, elle est sûrement tombée sur un fou furieux, puis c'est un fou furieux qui l'a tuée. Vous avez mon ADN, mais moi, j'ai juste couché avec elle, je l'ai pas tuée. » Sur la scène de crime, on a retrouvé aussi un mouchoir en papier. Et dans le mouchoir en papier, il y avait aussi des traces de sperme. L'analyse génétique de l'échantillon démontrait que Sophie Landry avait été agressée sexuellement sur les lieux de cette scène de crime. Ça démontrait que l'auteur du crime avait bel et bien été présent dans ce champ. Après l'arrestation de Guy Croteau, son véhicule est saisi. Sa Ford Probe doit subir une analyse approfondie. On a été en mesure de démontrer que, de manière évidente, le système pour désengager l'ouverture de la portière avait été démonté à de multiples reprises. Donc, de l'extérieur, une personne pouvait monter à bord du véhicule, mais de l'intérieur, la poignée ne fonctionnait plus. La personne se retrouvait séquestrée, enfermée. On avait retrouvé des gants en latex,
il y avait de la vaseline, il y avait des préservatifs. On a retrouvé des serre-câbles à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Tout ça correspondait aux agressions qu'on avait eues. Je sais pas, mais entre nous, moi, je me balade pas avec des préservatifs, de la vaseline et des serre-câbles. C'était, comment vous dire, le kit parfait de l'agresseur qui se trouvait dans son véhicule. Les enquêteurs ayant mis la main sur Guy Croteau, les interrogations établies par les différentes victimes concernant ses descriptions physiques ont été résolues. Au fil des années, Guy Croteau a changé son apparence. À vrai dire, ce qu'il s'efforçait de faire, c'est d'avoir l'apparence d'une personne de plus en plus jeune. Donc, il suivait la mode. Il fréquentait des salles de jeu, il parlait à des jeunes filles, il leur faisait aussi des cadeaux. C'est comme ça qu'il entretenait des relations avec des jeunes filles. Guy Croteau était parfaitement immature. Les preuves contre Guy Croteau ne manquent pas. Le dangereux prédateur est formellement accusé du meurtre sordide de Sophie Landry en 1987. Il doit aussi faire face à de multiples chefs d'accusation d'agression sexuelle, de séquestration et de vol à main armée. Mais Guy Croteau aura droit à 2 procès. Le premier pour meurtre se déroulera devant un jury et l'autre pour agression sexuelle aura lieu devant un juge unique. Lors du procès pour meurtre, le juge James Brunton décide d'exclure toutes les preuves reliées aux agressions sexuelles qui seront alors uniquement présentées lors du 2e procès de l'accusé. Il restait donc très peu de choses à l'accusation. Il restait quelque chose d'essentiel quand même, la preuve ADN. C'était peut-être un peu inquiétant pour l'accusation de n'avoir comme preuve que l'ADN. Parce qu'il fallait que le jury ait une foi inébranlable en l'ADN, parce qu'on ne savait rien de cet homme-là. Le verdict tombe le lundi 16 février 2004. Au bout d'une quinzaine d'heures de délibération, le jury est revenu et a déclaré Guy Croteau coupable de meurtre au 1er degré. À l'énoncé du verdict, Guy Croteau clame son innocence. À un moment donné, le juge parle et il dit « Oui, maintenant, les jeunes filles de la rive sud vont être plus en sécurité. Vous avez ce que vous méritez. » Et là, on s'est rendu compte que Guy Croteau était en train de s'ouvrir les veines. Donc ça a pris un petit moment avant que les gendarmes réagissent. Et puis ensuite, ils l'ont emmené et quand il est parti, il criait que ce n'était pas lui, qu'il n'avait pas fait ça. Un an plus tard, le 7 avril 2005, Guy Croteau comparaît à nouveau pour la série d'agressions sexuelles commises en Montérégie. Ce 2e procès a lieu devant un juge unique. Il est accusé d'agression sexuelle, de séquestration, de menaces sur une fillette de 10 ans et 2 adolescentes de 16 ans. L'accusé plaide coupable. Il a été condamné à 8 ans dans un des dossiers et à 10 ans dans l'autre dossier, mais de façon consécutive, sans confusion des peines comme on a l'habitude de voir. Alors, je ne pense pas qu'il sortira de prison vivant. Sans la science, sans l'ADN, jamais on n'aurait pu relier un dossier de 1987 avec une agression sur une petite fille de 10 ans en 2000. Dans des cas comme celui-ci, des dossiers qu'on appelle non élucidés, les familles trouvent toujours ça difficile d'avoir à revivre ça. Par contre, le soulagement, c'est d'avoir une réponse à l'énigme qu'ils vivent depuis des années. Et surtout lorsque les procédures judiciaires sont vraiment terminées et que la personne est condamnée, les familles sont vraiment heureuses.